Bonjour, je m'appelle Louis Létinier, je suis médecin, pharmacologue et data scientist. Je suis cofondateur et directeur médical de Synapse Medicine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Medication Shield, qui est notre technologie pour améliorer, repenser la pharmacovigilance. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est la pharmacovigilance? C'est tout simplement la surveillance des médicaments une fois qu'ils sont mis sur le marché. C'est un enjeu majeur d'un point de vue de santé publique. On l'a bien vu avec la crise sanitaire. On a besoin d'avoir de l'information rapide, fiable, que ce soit pour rassurer la population ou que ce soit pour prendre des décisions s'il y a un problème ou un signal de sécurité. C'est également un enjeu majeur au niveau économique. Ça concerne toutes les institutions publiques et ça concerne tous les acteurs du privé autour du monde du médicament, donc un énorme marché. La pharmacovigilance, aujourd'hui, c'est encore une activité qui a du retard, qui est manuelle. Tout se fait à la main et c'est plus possible à l'époque actuelle, et en particulier avec la crise sanitaire, mais pas que. Ce qui s'est passé pour nos travaux, c'est que l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, a anticipé qu'avec la crise sanitaire, il y aurait un afflux massif de signalements, pas parce que les vaccins sont particulièrement dangereux, mais parce que du jour au lendemain, on se met à vacciner des millions de gens avec un nouveau médicament, qui en plus est un vaccin. Ils ont eu raison. Aujourd'hui, on est à plus de 85 000 déclarations en France des fins désirables liées au vaccin, plus de 100 000 sans doute à l'heure où je vous parle. Ces déclarations, elles ne peuvent pas être traitées manuellement, c'est impossible. On n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens, l'activité a plus que triplé. Et donc, l'ANSM a mis en place un dispositif de surveillance renforcée des vaccins, dans lequel il y a 4 axes. Et le troisième axe, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle en pharmacovigilance. Et donc cet axe, c'est ce qu'on a fait ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a fait le Medication Shield, donc c'est une collaboration publique-privée avec l'ANSM, avec le réseau des CRPV, donc les centres régionaux de pharmacovigilance, c'est-à-dire les médecins et les pharmaciens de tous les CHU. On s'est posé et ensemble, on a développé ce système. L'idée, c'était d'être près du terrain, près des praticiens, pour développer un outil qui ne va pas les remplacer, mais qui va les aider. On a inventé le stéthoscope, on a inventé le scanner, mais là, on a inventé le Medication Shield, c'est pareil. Ça les aide dans leur routine, ça ne les remplace pas. Par contre, ça leur fait gagner du temps, ça améliore leur pratique, et ça permet de faire face à cette nouvelle pharmacovigilance. Ici, un exemple très concret pour expliquer comment ça marche. Donc en France, on a un portail de signalement. Le ministère de la Santé a fait un site internet. N'importe qui peut aller sur internet et faire une déclaration. J'ai pris un médicament, il raconte ce qui lui est arrivé. Donc là, un exemple tout bête. Un patient qui dit 10 jours après avoir été vacciné par le vaccin Pfizer, j'ai eu mal à la tête et j'ai un sommeil difficile. Il envoie sa déclaration. Instantanément, la déclaration est analysée par Medication Shield. C'est ce qui est en place actuellement. C'est plus de la R&D. Aujourd'hui, tous les signalements des fins désirables sont analysés par notre système. Et en une seconde, on peut déterminer qu'il s'agit d'une déclaration qui concerne le Comirnaty, le vaccin Pfizer. On a 2 symptômes, le mal à la tête qu'on va traduire en céphalée, le sommeil difficile qu'on va traduire en insomnie. Donc ça, c'est automatique. Ça permet de coder l'information, de la structurer. On passe d'une information non structurée en texte libre à une information structurée, ce qui permet de faire des analyses derrière, de surveiller le médicament. Avec les informations qu'on a ici, le système décrète que c'est un cas non grave. On n'a pas de critère de gravité ici, ça paraît assez bénin, et qu'il s'agit des fins désirables connues et attendues avec ce vaccin. 2 intérêts concrets. Le premier, c'est que cette tâche, normalement, aurait dû être faite par un pharmacien ou un médecin. On parle de dizaines de milliers de signalements, de centaines de milliers de signalements. Là, ça prend 1 seconde, donc les médecins et les pharmaciens ne peuvent plus le faire de toute façon. Mais le deuxième intérêt, c'est qu'ici, on a un système de priorisation. On voit bien que ce signalement, il n'apporte rien au système. Et comme la plupart des signalements, ils n'apportent rien. Ce qui nous intéresse, c'est les signalements nouveaux, les signalements graves. Et avec ce système, on peut les identifier. Pardon, j'arrive pas. Ouais. Bon, alors j'ai passé la diapo, désolé. Nous avons fait une publication scientifique dans Clinical Pharmacology and Therapeutics, qui est la principale revue de pharmacologie au monde. Cette publication nous permet de prouver nos algorithmes, de démontrer que notre système marche. D'ailleurs, nous avons fait la couverture au mois d'août, ce qui montre l'importance de nos travaux reconnus par nos pairs. Et donc ici, on développe nos systèmes d'IA qui sont à base de machine learning, d'ontologie et de traitement automatisé du langage. C'est ces 3 technologies qui nous permettent de faire ce système automatisé. Et enfin, juste un mot, évidemment, ce n'est pas du tout un besoin franco-français, c'est un besoin international. Aujourd'hui, on a environ 2 500 000 déclarations des fins désirables sur les vaccins dans le monde. Les autres pays essaient de faire pareil. Le Royaume-Uni a signé un contrat de 2 millions d'euros avec une entreprise pour faire la même chose que nous. Aujourd'hui, on n'a pas de résultat, on n'a pas de communication. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme barrière à l'entrée. Et ce qui a fait notre force à nous, c'est ce consortium avec des data scientists, des médecins, des pharmaciens, du public, du privé. Et on a réussi à faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci de votre présentation très claire. Donc, on a bien compris le système de repérage des signalements avec des effets indésirables graves. Est-ce que l'IA amène des traitements de données sur les dossiers de signalement non graves a priori, mais qui, sur la masse des dossiers, pourraient révéler des tendances de fond ou des effets indésirables qui n'avaient pas été identifiés comme graves a priori? Oui, tout à fait. Le but derrière, c'est d'analyser tous les effets, et j'en ai pas parlé, en fait, ça permet d'homogénéiser le codage. Et l'intérêt d'avoir un système aussi qui passe par-dessus, pour aider les experts, c'est qu'au lieu d'avoir plein de variations, ces déclarations qu'on considère comme non graves, en fait, si on en a des milliers et qu'elles sont codées d'une façon un peu harmonisée, donc avec un système qui aide à faire ça, alors là, oui, on peut avoir des signes, on peut dire, attention, on a quand même eu 10 000 cas de céphalées, de nausées, et c'est peut-être pas anodin. Donc c'est aussi un des intérêts, c'est qu'en harmonisant le codage et en l'automatisant, on renforce aussi ce côté volumique. J'ai parlé de la qualité, mais il y a aussi l'aspect quantitatif, en effet. Bonjour, merci pour cette présentation extrêmement claire. J'avais une petite question vis-à-vis de l'intégration aux différents systèmes de pharmacovigilance. Vous parliez de l'expansion internationale, qui est une réalité. Comment allez-vous faire pour justement pouvoir offrir ce service aux autres systèmes de pharmacovigilance dans le reste du monde? Oui, donc c'est une priorité. Pour tout vous dire, on a des discussions très avancées. Hier, j'étais en conférence avec l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, et la semaine dernière avec BfArM, qui est l'agence allemande. Donc tous les pays veulent le mettre en place, tout simplement. Donc on discute avec eux à chaque fois. L'avantage, c'est quand même, on a quand même des harmonisations. La classification des effets indésirables, elle est internationale. C'est la MEDRA. Il y a des traductions dans toutes les langues. Nos systèmes, nos algorithmes, ils marchent très bien en anglais. Maintenant, on va recruter des équipes pour les adapter en allemand ou dans d'autres pays, mais déjà en anglais, ça marche très bien. Et ensuite, l'intérêt, c'est que c'est des gros contrats avec pas tant d'acteurs que ça. En fait, on signe chaque pays, et après, dans le privé, on a des grosses boîtes, ce qu'on appelle des CRO ou des CSO, qui font des activités de pharmacovigilance pour plein de clients. Et donc, nous, c'est ce qu'on met en place actuellement. Quand on signe une CSO, ben après, elle nous distribue, en fait, c'est un système de distribution, elle distribue notre système à tous ses clients. Donc, l'intérêt, c'est qu'en fait, on peut se développer très rapidement sans avoir trop d'interlocuteurs. Ça fait une très bonne transition, parce qu'en fait, je m'interrogeais, moi, sur votre modèle économique, et donc, en fait, c'est un système de vente de licences. Tout à fait, d'abonnement, oui. D'accord. Tout simplement, oui. Et qu'on indexe sur la volumétrie, évidemment. Un gros client qui fait beaucoup de cas paiera plus cher qu'un plus petit laboratoire. On ajuste. Bonjour, merci de votre présentation. Merci. Je me posais la question où intervient le machine learning? Alors le machine learning, il intervient à deux niveaux. Au niveau du NLP, donc le Natural Language Processing. Donc dans l'aspect traitement automatisé du langage, on utilise des modèles hybrides, ce qu'on explique dans la publication. Du machine learning pour essayer d'apprendre à partir de longues déclarations de systèmes complexes de phrases, si c'est des effets indésirables, si c'est des indications, etc., qu'on couple avec des systèmes plus classiques d'entités où on essaie de reconnaître des mots-clés. Donc il y a du machine learning dans la partie NLP, et il y a du machine learning dans la partie diagnostic, pour déterminer qu'un gars est grave, par exemple. Mais là, c'est du machine learning classique. Comme en radiologie, on apprend avec des images à reconnaître une tumeur. Et bien nous, on apprend avec des milliers de déclarations d'effets indésirables à dire ça, c'est un cas grave, ça, c'est un cas non grave. Voilà, donc c'est vraiment du machine learning appliqué à la santé. Une dernière question peut-être? Je vois qu'il y a une demande. En fait, j'avais une question aussi par rapport à tout ce qui est big data, machine learning, parce que la pharmacovigilance, il y a aussi ce que vous précisiez tout à l'heure, les signaux faibles. Donc comment vraiment les repérer très vite et alerter au niveau global par rapport à ça. Donc on est un peu à l'opposé de grandes données, de monceaux d'informations. Comment est-ce que vous gérez ce point-là? Alors, ce qui est vraiment très important dans mon propos, c'est qu'on ne remplace pas la pharmacovigilance actuelle et qu'on ne met pas de côté les pharmacovigilants. C'est vraiment, on les aide, on leur fait gagner du temps, on leur permet de prioriser. Typiquement pour ces cas graves, en fait, notre système, comme ils n'ont plus à traiter les 90% de cas beaucoup moins intéressants, ils vont pouvoir consacrer leurs expertises sur ces signaux faibles de cas un peu exceptionnels. Donc en fait, c'est ensemble. C'est vraiment pour ça que je prenais l'allégorie de l'IRM ou du stéthoscope. C'est un outil qui les aide, mais on ne les remplace pas. Et ils font un travail de terrain remarquable et je les salue parce que je viens de ce monde-là. Donc.
Une question très courte. En termes de business développement, est-ce que vous avez approché des big pharma, puisque pour elles aussi, cette approche pharmacovigilance est clé. Donc, est-ce que ce système peut s'implémenter dans certains grands groupes au niveau mondial? Merci. On va travailler avec eux. Alors, Synapse, on ne fait pas que ça. On est une start-up globale et on développe des outils sur le bon usage du médicament. Et on reste indépendant de l'industrie pharmaceutique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par des intermédiaires, on passe par des CRO, des CSO qui nous distribuent auprès des big pharma. Mais nous, on ne traite pas directement avec les big pharma parce qu'on a tout un panel de technologies autour de la gestion des médicaments. En fait, pour permettre d'avoir le bon traitement pour le bon patient, c'est ce qu'on fait. Et ça, c'est un de nos services. On en a d'autres. Et on doit rester indépendant. Donc, on passe par ces intermédiaires qui sont les CRO et les CSO.